L'eau du lac Kivu est paisible ce matin. Au large de Goma, des barques de pêche artisanales semblent butiner les flots sombres comme des libellules. La carte postale est parfaite, le lac s'éveille gentiment au creux du rift est-africain. Tout de suite moins typique, cette station expérimentale d'extraction de gaz. C'est qu'il y a du méthane au fond. Certains disent que le lac serait explosif. Une chose est sûre, il y a bien du méthane dans le Kivu, et il y en a beaucoup même. Pour savoir d'où vient tout ce gaz, il suffit de se retourner vers la ville. Goma, 1 million d'habitants vit sur le sol noir des anciennes coulées de lave d'un volcan, le Nyiragongo. Des volcans, il y en a 8 dans la région, mais celui qui fume, le Nyiragongo, se trouve juste au-dessus de la ville. Premier producteur au monde de dioxyde de soufre, il en crache jusqu'à 50 000 tonnes par jour, 100 000 en cas d'éruption. Le Nyiragongo est le volcan de tous les records. Il est l'un des plus actifs d'Afrique, et au fond de son cratère se trouve le plus grand lac de lave du monde. C'est toute cette activité volcanique et sismique qui a apporté le gaz dans le lac Kivu. La grande quantité de gaz du lac Kivu soulève quand même quelques questions suite à des accidents qui se sont produits dans le passé, au Cameroun notamment, où le gaz a été libéré brutalement et a causé une catastrophe locale. Plus de 1500 personnes sont mortes en moins d'une demi-heure. Concrètement, la population vit les pieds dans la lave et la tête dans les gaz entre un volcan actif et un lac saturé en méthane. Garder le Nyiragongo à l'œil, c'est l'objectif de notre expédition belgo-luxembourgeoise. Deux scientifiques, Benoît et Nicolas, sont déjà là-haut. Ils équipent la voie d'escalade vers l'intérieur du cratère, car le matériel qu'on leur amène, il faudra l'installer le plus près possible du lac de lave, donc au cœur du volcan. Pour l'heure, en résumé, ils descendent et on monte. On marche sur la coulée de 2002, on a marché dans les pierres, dans le pierrier là. La lave près de la fissure est très liquide. Et atteint des vitesses très importantes, jusqu'à 100 km/h, donc c'est vraiment très très rapide. La lave très liquide est passée un peu comme une vague, si on veut, et puis a provoqué des éclaboussures dans les arbres, et on voyait des morceaux de lave qui restaient dans les branches assez hautes. Nyiragongo est un volcan parfait. Quand un enfant dessine un volcan, il dessine le Nyiragongo, une montagne aux pentes arrondies jusqu'au sommet. Moralité, plus on monte, plus la pente se raidit. Pendant ce temps au sommet, le travail avance. Il faut être prudent car cette croix rappelle que le gouffre a déjà pris la vie de ceux qu'il ne respecte pas. Cet itinéraire a été basé sur l'itinéraire originel ouvert par Haroun Tazieff. Haroun Tazieff, dans les années 40, était basé ici à Rutshuru en tant qu'agronome et a entrepris l'escalade du Nyiragongo. Arrivé au sommet, il a découvert ce cratère et en 1949, il a entrepris la descente et a équipé la toute première descente dans le cratère du Nyiragongo. Cette découverte a fait naître la passion des volcans chez Haroun Tazieff. La descente du sommet jusqu'à la première plateforme se fait par des désescalades et des ressauts rocheux. La principale difficulté, ce sont les chutes de pierre, il faut bien faire attention. Il y a aussi de nombreuses fumerolles sur le trajet, riches en soufre. Et ces fumerolles sont parfois difficiles quand il faut pouvoir reprendre son souffle. Elles sont parfois
à cause de petits problèmes. Youhou! J'arrive! Sur les flancs du volcan, nous aussi nous arrivons. Mais le dessin d'enfant vire au cauchemar. Physiquement, c'est fait monter 5 mètres, faire une pause, parce que à la fin, on n'y arrive plus. Il y a peut-être aussi l'altitude qui joue un peu, hein. On a peu dormi et on est directement à 3000-3500 mètres. C'est un volcan qui se mérite. Et le dernier tronçon, là, les derniers 200 mètres, c'est pas mal non plus. Allez François, on fait un métier formidable. Courage, tu y es presque. Les scientifiques ont beau être habitués au spectacle, retrouver le cœur du Nyiragongo reste toujours pour eux un grand moment. Pour en arriver là, il aura fallu des mois de préparation dans leur laboratoire. Dans le fond du cratère, le lac de lave, ici, on dit du Nyiragongo que son lac de lave est le plus grand du monde et il fait 200 mètres de diamètre. Le lac de lave varie en hauteur. Quand il déborde, il remplit la plateforme et au fur et à mesure des débordements successifs, la plateforme monte. L'observation se fait à partir de 2 appareils photo qui prendront à intervalles réguliers une photo du lac de lave et permettront de modéliser en 3 dimensions le fond du cratère et ainsi pouvoir observer les changements de volume et de surface à l'intérieur. Tu as bien dormi? Quel soleil. Bonjour Manuel, bonjour Gervin. Ça va? L'équipe est au complet. Oui, ça arrive tout de suite. La voie ouverte par Benoît et Nicolas permet de descendre aisément de 200 mètres dans le cratère et d'accéder à la plateforme d'observation. Il n'y a plus qu'à installer. Donc le fait d'avoir un appareil photo qui prend des photos à intervalles réguliers d'un cratère, d'un volcan, c'est quelque chose de très commun. Maintenant, ce qui est innovant dans la technique, c'est qu'on installe 2 instruments comme ceci. Le but, c'est de comprendre comment fonctionne cet édifice afin de trouver des signes précurseurs d'activité et d'éruption. Et ainsi, on pourra alerter à temps la population et les autorités locales en cas d'éruption. C'est un peu une première, quoi. C'est un peu une première, oui. Et voilà, ça c'est réglé. Tout l'équipement scientifique déployé autour du lac doit être réglé à la même heure. On utilise pour ça un signal GPS qui fournit une heure très précise. Et vous voyez que dans le cratère, le masque de visibilité est très haut. Donc il est difficile d'avoir un signal satellite permanent. C'est un peu comme quand on est dans le fond d'un puits et qu'on veut voir la Lune, quoi. C'est un peu comme quand on est dans le fond d'un puits et qu'on veut voir la Lune. Adrien est l'expert en tremblement de terre. Or ici, le sol bouge, enfin il frémit en permanence, à cause des tonnes de lave en mouvement juste en dessous de nous. Donc on a mis les 3 sismomètres ici pour mesurer les mouvements du sol qui sont générés par les mouvements dans le lac de lave et pour mieux comprendre quelle est la dynamique du lac de lave.
Si on regarde maintenant tous ces signaux-là, ça c'est maintenant nous qui sommes ici, qui bougeons. Parce que si je saute un petit peu, on va bientôt le voir ici. Ah voilà. Et maintenant on voit les deux sauts que moi j'ai fait ici. Ça va Adrien? Oui, très bien. Donc le dispositif maintenant est presque terminé. Ce qu'on va essayer d'observer, c'est un maximum de paramètres que l'on peut associer au mouvement du lac. C'est-à-dire, si on peut observer les mouvements du lac de lave, on va essayer de voir quels sont les paramètres qui sont influencés. Les déformations du sol, les vibrations du sol, les variations de température et les émissions de gaz. Je descends sur la plateforme 2. Là, je me sens, eh bien, je ne vais pas le cacher, un petit peu stressé quand même, hein, parce que 90 mètres de rappel, vu d'ici derrière, c'est un petit peu angoissant. Et donc, je regarde le sourire confiant de Benoît qui tend à me faire croire qu'il n'y a aucun souci. Allez hop, on y va. Bien sûr. C'est très tendu la corde. Hein. Il faut que le réverseur passe seul. Ah voilà. Sois quand tu veux. Voilà. Maintenant, est-ce que tu sais t'adresser un petit peu le temps que je mette le protège-corde? Vas-y. Bon, allez, c'est amusant. Tu t'es entendu avec la course? François est déjà descendu en 2006 une fois sur la plateforme 2. Et là, il renouvelle l'exploit. Ça, c'est impressionnant, hein, se retrouver à 90 mètres de haut par rapport à la plateforme suivante et pendu à un fil sur une paroi verticale avec des cailloux qui peuvent tomber, c'est un peu impressionnant. Ouais. Voilà, là il est arrivé. Avec la caméra fixée sur le casque de François, on peut découvrir le paysage lunaire qui entoure le lac de lave. À cette profondeur dans le cratère, les crevasses peuvent être très dangereuses. Il faut faire attention où on met les pieds. D'autant plus que les fumerolles peuvent atteindre 400 degrés. Salut Nicolas, bien dormi? Bonjour, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a été réveillé cette nuit à 2h28 par des collègues de l'Observatoire de Goma, où ils ont été avertis, où ils ont ressenti un tremblement de terre cette nuit assez important. Nous ne l'avons pas ressenti ici, mais on va voir sur les instruments si on l'a. Et surtout, on va essayer d'analyser, de voir si ça a une influence sur le lac. Très vite, l'équipe a la réponse. Le tremblement de terre ne semble pas avoir affecté le volcan. C'est rassurant, mais les chercheurs attendent autre chose. En fait, l'objectif est d'assister à un débordement du lac. C'est un peu surréaliste de voir des gens aller et venir dans un cratère où il y a un lac de lave et savoir qu'ils espèrent qu'il déborde. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. Je vais boire un coup, je prends mon GPS et puis je te rejoins. T'as fait combien pour descendre? 18 minutes. Record ou pas? Record battu. Qui était de 25 avant. Voilà. Excuse-moi. C'est même pas homologué. Après la Terre cette nuit, c'est le ciel qui se déchaîne. Un orage phénoménal s'abat sur l'expédition. Au contact de la lave, la grêle se vaporise instantanément dès qu'elle touche le sol. Les appareils photo de Benoît n'en perdent pas une miette. Quant à l'équipe, elle doit se replier au camp de base et attendre que le déluge se termine. On a su faire des mesures, quelques mesures de température dans les fumerolles. On voulait faire toutes les fumerolles et tout cartographier, mais et voilà, on a été pris vraiment dans l'orage. Il est arrivé d'un coup, on n'a rien vu venir. Chier. Voilà.
4 jours que je suis trempé jusqu'au slip. C'est inhumain. De l'eau, de la lave, du feu, de la grêle, de la neige, du thé. On a eu un peu peur pour vous. Hein. Nous aussi. Bon, physiquement, c'était pénible. Moi j'ai deux. Je n'ai jamais vu un orage comme ça. Moi non plus. À mon avis, on doit avoir battu tous les records. Ben, écoute, il y avait ça de grêle à nos pieds. Ça me coulait dans le dos, ça coulait partout. Incroyable. En tout cas, quand on est tout en bas et qu'on se met sur la grosse fracture là, elle est au moins à 400 degrés, ce truc assez incroyable. Il n'y a même pas de vapeur qui sort. J'ai réussi à sécher mon pantalon. Et puis voilà, on est remonté parce que Benoît n'en pouvait plus. C'est comme en montagne, quand on a fini une course, on se dit plus jamais. Et on est à peine redescendu, on dit bah, finalement on va recommencer dès qu'on peut. Mais là c'est vrai que maintenant c'est pas loin du plus jamais. Je sais bien qu'on reviendra. Demain par exemple on y sera bien obligé, oui. Moi je savais même plus ouvrir un mousqueton tellement j'avais froid. Donc on a fait monter 1 ou 2 sacs et puis après je leur ai supplié de remonter aussi. Et on a tout laissé en plan et on est remonté quoi. Tout est emballé, écoute, comme une espèce d'énorme emballage cadeau, on verra bien. J'ai mon ordinateur qui reste là-bas dans un sac étanche, dans un sac en plastique, dans un sac, sous une toile de tente, sous une autre toile. Mais tout est tellement humide que... Allez à Jacques Taest, on verra demain. L'équipe fait contre mauvaise fortune bon cœur. Alors que l'orage a cloué tous ses membres dans leur sac de couchage, un thé à la main, les bords du lac montrent des signes d'agitation. Bah écoute, on est un peu déçus là. On a appris une très mauvaise nouvelle. Le lac de lave a débordé cette nuit et tous les instruments fonctionnaient. Donc en gros, on a réussi! Yes! Yes! Les données récoltées cette nuit alimenteront l'équipe pour des mois d'analyse. Cependant, certaines informations sont déjà exploitables. Adrien revient sur le tremblement de terre du début de l'expédition. Ici, on voit des très beaux signaux du tremblement de terre. Et ce qu'on peut dire de ces signaux ici, c'est que c'était un tremblement de terre qui était à une distance d'environ 8 à 12 km d'ici. Je ne m'attendais pas à de telles difficultés pour atteindre les objectifs de la mission. C'était plus dur que je pensais auparavant. Mais bon, on l'a fait et c'est bon, c'est bien d'être ici. Donc tu vois la bulle étoile ici, donc tu dois jouer sur un pied qui part ici. Pour François et le reste de l'équipe, un des objectifs est aussi la formation de leurs collègues de l'Observatoire volcanologique de Goma. Et on va prendre un autre point le plus loin possible. Quand les Belges et les Luxembourgeois seront partis, l'idéal serait qu'ils puissent poursuivre le monitoring du Nyiragongo. Ils connaissent les enjeux parce qu'ils vivent tous les jours avec le volcan au-dessus de leur tête. Le Nyiragongo n'explose jamais. Il lacère le paysage avec sa lave, toujours dans le même sens. Mais ces colères peuvent être redoutables. La première grande éruption mortelle, celle de 2002, reste la référence.
J'habitais à Goma pendant l'éruption, j'étais encore étudiant à une des institutions de la place. C'était vers 10h du 17 janvier 2002. Comme c'était une première éruption, on ne savait pas comment l'éruption peut avoir lié tout ça. On était un peu curieux, on a essayé de sillonner la ville. Maintenant, après les explications, on nous a dit qu'il y a une fissure qui s'est ouverte là-bas, au niveau du sommet là. Et puis, la fracture s'est ouverte ici, juste devant nous. On peut le voir depuis le flanc du Nyiragongo jusqu'au cratère ici devant nous qui s'appelle le Chaérou. Et les taches noires que l'on voit là, alignées, c'est toute la fracture qui s'est ouverte. Une partie de la lave a coulé pour remplir le cratère du Chaérou. Et surtout, la coulée principale est partie, on le voit dans la végétation là où elle est plus basse, et c'est infiltré par là. Et tout un réseau de fractures s'est ouvert jusqu'à l'entrée de la ville, où en probablement moins d'une heure de temps, toutes ces fractures se sont ouvertes, et 15 km nous séparent de la ville de Goma. Mais tout ça a coulé en une fois et la ville a été coupée en deux. Alors la question se pose. Quelle motivation faut-il à ces scientifiques pour revenir et poursuivre encore l'étude de ce damné volcan? On aurait pu abandonner 100 fois, 1000 fois, mais ce qui nous a probablement maintenu, c'est une rencontre avec un portier un soir, lors d'une des toutes premières expéditions. Fin d'expédition, on était très fatigués, il était très tard, on avait eu des journées compliquées. Et en sortant, pour aller manger, il y avait un vieux monsieur à la porte qui nous demande comment va le volcan ce soir. Et un petit peu distraitement, on lui répond il va bien, il n'est pas plus dangereux qu'hier et probablement pas plus dangereux que demain, mais il est très actif, donc il faut le surveiller. Et nous étions prêts à continuer et à aller manger. Et ce vieil homme nous a expliqué tout à coup comment, en 2002, il avait tout perdu. Et combien il avait encore peur. Quand il nous racontait ça, il avait encore les larmes aux yeux. Il y avait ce volcan qui était tout rouge dans son dos. Comme la ville a été coupée en deux, il lui a fallu plusieurs semaines pour savoir si sa famille était vivante. Donc lui était d'un côté de la coulée, sa famille de l'autre. Ça a été dramatique parce que pendant des semaines, il était absolument sans nouvelles de sa famille. Et quand cet homme vous dit « Ah, heureusement vous êtes là, maintenant on a moins peur », c'est difficile d'abandonner parce qu'on sait quel est le drame, la difficulté. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, même si c'est difficile, mais si on peut le faire, on va essayer de le faire. Au sommet du Nyiragongo, Nicolas, François, Adrien et Benoît regagnent leur tente. Au loin, Goma s'endort en scintillant. Les scientifiques veillent.